Donc pas de panique, je vous laisse tranquillement le temps d'arriver. Normalement, il y a le tweet et il y a les petites notifications sur Discord qui sont parties. Et j'en profite au passage pour les premiers qui arrivent. N'hésitez pas à me faire un retour sur l'audio et la vidéo. On devrait avoir résolu de nombreux problèmes. Et normalement, la qualité vidéo est même un peu mieux que la dernière fois. J'augmente progressivement parce que j'ai toujours un peu peur de ma connexion. Mais a priori, c'est déjà plus propre l'écran, peut-être même plus lisible. On n'est pas encore au max. Euh, j'ai mis un tweet, non? J'ai oublié le tweet? Non, c'est bon, j'ai mis le tweet. Donc bonjour à tous, bonjour Julien, Charles. Désolé d'être là pour Julien. Oui, t'as 1 minute de retard, mec. Tu te rends compte, putain. 1 minute. Bon. Donc, ouais, comme je vous disais aujourd'hui, non, je ne le disais pas encore en fait, je vous le disais dans le titre. Aujourd'hui, j'ai envie de parler surtout, de revenir un peu sur cet article pour savoir ce que vous en pensez. J'adore le moonbot en espagnol. Ouais, on n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Je peux peut-être aligner 2 phrases, mais j'aimerais beaucoup aller faire la fête à Bogota et parler espagnol une fois que, pour la DEFCON bien sûr, une fois que tout ça se sera un peu résorbé. Donc aujourd'hui, on va parler essentiellement bon, essentiellement, je sais pas, on va revenir sur cet article et les quelques idées assez intéressantes qu'il y a dedans, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Et puis je suis quand même curieux aussi de savoir ce que vous en pensez. Je vous rappelle que mon blog, c'est un peu un carnet de recherche, réflexion, et donc l'idée c'est aussi de voir si ça tient la route. Et après, j'aimerais faire un bon point sur les L2 NFT, puisqu'il y a eu pas mal d'annonces assez pertinentes, et il y a des choses qui ça s'excite pas mal, disons. On parlait hier rapidement dans le, dans le stream DeFi de Palm.io. Et il y a aussi Immutable X, et il y en a quelques autres, donc on va les regarder de ce côté-là tranquillement. Et enfin, comment dire, qu'est-ce qui reste? Oui, enfin, j'aimerais faire un petit zoom sur une collection de NFT qui est vraiment intéressante, qui est Eulerbit. Donc, je ne sais pas si vous l'avez forcément, vous en avez déjà forcément entendu parler, mais ça allie pas mal de choses intéressantes. Et en plus, ça répond bien à des thèmes qui ont été évoqués sur les derniers live NFT, mais qu'on n'a pas forcément eu le temps de creuser, comme le fait que bah, c'est des beats, c'est de la musique. Donc déjà ça, il y avait pas mal de questions par rapport au NFT musical. Et il y a aussi cette idée, alors appeler ça de la propriété intellectuelle, c'est peut-être un peu exagéré pour l'instant, mais il y a cette idée quand même de royalties. Et donc ça, c'est intéressant de voir un peu cette logique-là s'inclure dans un NFT, puisque c'est un peu ce qu'on disait, c'est probablement la prochaine frontière, quoi. C'est-à-dire un NFT qui est capable d'inclure aussi sa logique par rapport à la propriété intellectuelle, les conditions d'utilisation, la délégation, la réutilisation, et ainsi de suite. Là, ça pourrait vraiment faire quelque chose de très pertinent. Ouais, donc bonsoir, bonsoir, Chris Crowell, non, c'est Eulerbits dont on va parler, Baroque. Mais ouais, je sais pas, je connais pas Bitsong, c'est peut-être, on pourra le voir aussi après, hein, garde-le en tête dans un coin. Euh, c'est sans doute pertinent, je sais pas, je connais pas. Donc juste, j'imagine que vous avez lu l'article, j'espère. Vous avez fait votre devoir. Mais il y avait une chose, alors il y a plusieurs choses assez intéressantes, je pense. Bon, si vous suivez les NFT, la partie sur les CryptoPunks va pas forcément vous apprendre des choses, mais pour ceux qui sont pas encore familiers avec cette idée de collection et d'art génératif, je pense que ça peut être pertinent. Après, disons, les parties plus personnelles de l'article, c'était tout ce que je vous partageais autour de la Delo, et cette idée de, en fait, ma thèse sur les NFT, mais qui n'est pas non plus une thèse très risquée, quoi, qui est, voilà, il y a une partie thèse et il y a une partie observation. La partie observation, c'est tout simplement que, avec les NFT, pour la première fois au monde, on a des objets dont tout l'historique de l'objet est inclus dans l'objet. Vérifiable, sans intermédiaire de confiance, sans manipulation possible. Enfin, bien sûr, il peut y avoir du watch trading et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez exactement pour n'importe quel NFT quand est-ce qu'il a été minté, sa première vente, ses reventes, ainsi de suite, s'il a été donné, tout ça est accessible publiquement. Et donc moi, là, ça c'est le fait. Et disons, moi, la thèse que j'essaie d'articuler là-dedans, c'est plus l'idée que, ok, donc on a cette histoire incorporée dans l'objet et vérifiable, sans compromis, disons. Il faut bien comprendre, j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'il faut bien comprendre que sur l'art classique, entre guillemets, bah, l'histoire déjà, elle est racontée par des tiers,
Donc quelquefois c'est l'artiste lui-même qui raconte l'histoire de son œuvre, mais ça c'est plus rare. Et elle est surtout racontée pour les œuvres, les Mona Lisa et les trucs comme ça, mais votre peintre du coin qui fait un tableau, il va pas y avoir je sais pas quel magazine ou autre qui va écrire sur ses ventes de tableaux. Donc en gros, elle n'est pas racontée pour 99,9% des œuvres, aussi simple que ça. Et donc moi, donc ça c'est les faits. Et moi ma thèse, c'est que donc cette incorporation de l'histoire dans l'objet s'accompagne d'une revalorisation de cette histoire. Et ça peut sembler assez évident si vous comprenez la logique, mais j'ai pas l'impression que ça soit évident pour tout le monde en fait. C'est un peu ce que j'essaie de vérifier avec cette Delo, où en gros, j'écris un peu cette histoire de la Delo avec vous, et on essaie de voir un peu si ça se traduit aussi par, on peut aller voir concrètement aujourd'hui si ça a changé, si ça se traduit par un impact sur le prix. Et il semblerait que oui. Alors est-ce que c'est juste dû à moi? Je ne vais pas non plus m'attribuer tous les lauriers. Déjà, c'est une très belle œuvre. Je ne l'aurais pas fait avec une œuvre random. Mais je pense qu'il y a aussi, comment dire, ben, en tout cas, il y a un regain d'activité sur l'œuvre depuis quelques jours. Il y a eu il y a eu une vente à 0,5 Ether. Donc ça, je suis assez surpris. Et pourquoi pas, hein, si quelqu'un l'a acheté à ce prix-là. Et même à l'heure d'aujourd'hui, il y a toujours un bid en cours, donc une enchère, quelqu'un qui est prêt à acheter l'œuvre pour 0,15 Rapis, soit environ, au cours actuel, 3 fois le prix initial. Et la vente à donc 0,5 Ether correspondait à donc 9-10 fois le prix initial. Donc c'est quand même assez intéressant de voir qu'est-ce qui se passe au niveau du marché de cet objet. Après, je vous rappelle que j'en contrôle, bon, déjà, voilà, j'en contrôlais en tout cas un quart seulement du supply. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris cette œuvre-là, parce que le reste, je reste toujours de loin le plus gros holder de ce NFT. Ne vous inquiétez pas, hein, je ne vais pas dumper sur votre gueule, le principe c'est de partager. Mais voilà, c'est aussi pour ça que j'avais pris cette œuvre, c'est parce qu'elle était assez bien distribuée parmi pas mal de holders. Je crois qu'au moment où j'avais acheté, le plus gros second holder en avait 3. Et moi, j'ai raflé tout ce qui restait en supply, j'en avais 22 à l'époque. Donc j'avais une sorte de contrôle, disons-le, sur la supply. Et en faisant le choix, du coup, d'en donner une grande partie et en même temps de toute l'attention que ça peut générer autour de ce NFT, je voulais vérifier si ça allait se traduire par une augmentation de prix ou un regain d'intérêt. Donc c'est encore un peu tôt pour le dire, mais ça semble être le cas. Après, est-ce que ça valide la thèse dans son entièreté? Je ne sais pas. Mais ça vous montre quand même ça vous donne des pistes de réflexion sur cette idée comment dire, cette idée en fait d'incorporation de l'histoire de l'objet dans l'objet et l'impact que ça peut avoir après sur les marchés. Alors, on va peut-être pas refaire tout l'article, mais il y a un autre point aussi sur les NFT que je pense on comprend assez mal encore. Et là, c'est plus mon côté gamer qui, je pense, me permet d'entrevoir un peu plus peut-être que la moyenne où ça peut aller. Euh, et donc là, c'est un peu tous les points que je vous articulais dans l'article, mais notamment le fait que, ben, en fait, alors il y a plein de problèmes dans les jeux en ligne, mais salut French Tony. Oui, il y a beaucoup de cadences, mais ça va. Je pense que ce week-end, je vais vous laisser tranquille. On va voir s'il se passe des choses. Donc, par rapport aux jeux en ligne, où moi je me concentre pas mal sur les MMORPG, mais c'est pas les seuls jeux en ligne où il y a des objets, hein, mais c'est juste que c'est des jeux en ligne, disons, sociaux, où vous avez de la possession d'objets, et potentiellement des échanges entre les joueurs, voire même de l'artisanat, et donc en termes d'économie, c'est les plus intéressants. Et du coup, c'est aussi ceux où on voit très bien les limites du système de propriété actuel dans les jeux vidéo, on va le dire comme ça, qui sont donc déjà le fait que vous êtes entièrement tributaire de l'éditeur du jeu pour toute possession, acquisition ou quoi que ce soit, toute action relative à l'objet. Donc c'est-à-dire, bon, ça peut sembler assez normal, hein, c'est-à-dire a priori si vous pouviez obtenir l'épée de la mort qui tue de World of Warcraft sans passer par World of Warcraft le jeu, il y aurait peut-être un problème. Mais ça veut aussi dire que de l'autre côté, l'éditeur Blizzard, si par exemple il ferme, bon, a priori ça va pas arriver, ou si vous faites bannir, ben vous perdez votre épée de la mort qui tue. Peut-être que c'était 3 ans de boulot pour l'obtenir. Rien à foutre. Vous êtes banni, vous l'avez plus. Fin de l'histoire. Donc il y a ce côté-là aussi de vous êtes tributaire de l'éditeur pour la possession de l'objet. Et une autre conséquence secondaire aussi que je mentionne rapidement, qui est le fait que, ouais voilà, j'aime bien cette phrase, à chaque monde numérique, son bazar est réglé en argent bien réel. Voilà, je trouve que c'est assez concis pour exprimer l'idée que, bon, je vous l'apprends sans doute pas, hein, mais tous les jeux en ligne, systématiquement, dès qu'ils ont un minimum d'audience, plus de 50 joueurs, disons, je sais pas quelle est la barre,
ils ont des économies parallèles monstrueuses. Donc voilà, on va faire un petit test là. Buy gold, wow. Je suis sûr qu'on trouve des trucs. Voilà, là j'ai du gold en 30 minutes. Il y a même des Google Ads là-dessus. C'est vous donner une idée d'à quel point c'est une industrie. Hop, je choisis mon serveur, j'ai différentes offres, et ainsi de suite. Et il va savoir, il y a un petit gars qui vient me voir dans le jeu qui me le livre. Basta. Donc ça, c'est en fait un problème ou non à avoir, hein. Mais c'est-à-dire qu'en gros, quand même, côté éditeur, il y a des règles qui sont mises sur les objets. Voilà, si vous voulez obtenir de l'or, vous allez buter des monstres, vous farmez, vous faites X ou Y pour en obtenir. Mais en fait, il y a tout un monde parallèle qui contourne ces règles d'une manière ou d'une autre avec de l'argent réel. Et donc moi, ce que j'entrevois avec des NFT dans des jeux comme ça, c'est à la fois cette séparation de l'éditeur, pas forcément une séparation de l'éditeur, c'est-à-dire que quand je parle de ça, il faut peut-être bien comprendre aussi, en soi, l'objet est toujours créé dans le jeu selon les règles établies par l'éditeur. C'est-à-dire, on va prendre un exemple simple, vous tuez le super dragon de la mort fin du jeu, et sa corne, c'est en fait une épée ou je sais pas quoi, ben, vous l'obtenez seulement en tuant le dragon. Maintenant, la question, c'est que si, en tuant ce dragon, ce que vous obtenez, c'est un NFT créé par l'éditeur, puis après envoyé sur votre wallet, alors à partir du moment où il est dans votre wallet, bah, en fonction des NFT que c'est, bien sûr, faut avec les limites, a priori, il est à vous. Et là où ça devient intéressant, c'est que dans ce scénario-là, mais donc ce fameux jeu-là ferme, d'autres jeux, par exemple, peuvent très bien choisir de reconnaître votre objet, ou votre objet peut exister dans d'autres mondes, je parlais du métaverse ou des choses comme ça. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant sur le long terme. Alors bien sûr, c'est pas un truc qui va se faire en 2 jours, mais je pense que ça a vraiment de la pertinence, quoi. Et il faut commencer à y penser. Et après, j'extrapolais un peu plus loin avec cette réalité, cette thèse, disons, du métaverse, euh, où en fait, bah, c'est des mondes virtuels, potentiellement, donc virtuels en réalité virtuelle, où vous pourriez avoir une existence une représentation en tout cas de vos NFT, et potentiellement même des utilisations à voir. On peut parfaitement envisager à terme, allez, pour le faire simple, mettons, un gars qui veut lancer un métaverse gaming, il peut très bien dire, ok, eh ben, tu viens gamer avec tes Hashmasks, tes punks, tes machins, tes CryptoKitties, et en fait ça va être, je sais pas, un battle royale entre tous ces trucs-là, tu vois, et en fonction de leurs propriétés, ils ont des capacités ou autres. Donc en gros, c'est tout à fait possible de dériver une représentation d'un NFT dans un jeu à partir de ses attributs qu'il a en tant qu'NFT, ses métadonnées, quoi. Et, euh, et ça, je sais pas si ça s'est encore trop fait, mais je pense que c'est quelque chose d'assez pertinent. Donc voilà, je vous laisse creuser l'article plus en détail, mais je suis curieux de savoir si vous avez un peu des réflexions, des avis sur ces deux idées-là déjà. Euh, Parce que comme vous, moi je suis pas non plus un pro des NFT encore. Enfin, je suivais le truc techniquement depuis un bail, mais en termes de qu'est-ce qu'on fait avec, bah, ça dépend de pas mal de choses. C'est aussi un consensus social et tout ça, donc c'est quelque chose qui s'écrit au jour le jour, quoi. Euh, ok, alors, petit café. Donc, comme je vous le disais, j'aimerais bien parler pas mal de L2 pour les NFT aujourd'hui, et notamment pourquoi? Parce que on a eu une petite annonce qui fait plaisir hier. Bon, là, je vous mets ça sur The Block, hein, mais ne lisez pas The Block, c'est de la merde, ils mettent de la pub partout. Je sais pas pourquoi j'ai pris sur The Block. Euh, et donc, en gros, bah, le titre, c'est la news. Donc, OpenSea, dont on a déjà pas mal parlé, mais juste pour un rappel, hop, ici, voilà, par exemple, c'est une des plus grandes plateformes pour acheter et vendre des NFT. Eh bien, OpenSea a annoncé son plan de se lancer donc sur Immutable X, qui est donc un Layer 2 construit pour les NFT. Ça, c'est grosso modo ce que vous dit l'article, hein. Bon, il y a quelques infos sur le raise et tout ça. Mais ça, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est que, est-ce que je peux vous faire une petite texte pour vous montrer ici? Non, parce que j'ai rien dans le wallet. Mais il faut comprendre qu'en gros, aujourd'hui, les frais en gaz euh, ont un impact significatif sur les NFT. Dans quel sens? Bah, à plein de niveaux, en fait. Déjà, il y a une sorte de ça capte énormément, ça réduit, ça limite la quantité d'échanges qui peut être fait. C'est-à-dire que bah, quand vous devez payer 30 ou 40 dollars pour effectivement acheter ou vendre un NFT, ça exclut déjà pas mal de NFT d'office de la vente. C'est-à-dire par exemple tout ce qui vaut a priori moins de ça, puisque vous allez payer 40 dollars de gaz pour acheter un NFT qui en vaut 5, je pense pas. Déjà ça c'est un, et après ça calme aussi énormément les marchés secondaires, d'achat et de revente donc, puisqu'encore une fois il y a des frais en gaz sur chaque opération. Donc même si c'est un NFT
Alors ça impacte moins bien sûr les gros NFT. C'est pour ça qu'on voit que par exemple, enfin les gros NFT, les NFT qui sont pricés très haut, c'est pour ça qu'on voit par exemple que sur des CryptoPunks, les marchés sont très dynamiques. Mais ok, parce que le floor est le prix minimal est à 17, 18 Ethers, et souvent bien plus. Donc là, a priori, voilà, payer 50 dollars de gaz pour acheter un NFT qui vaut 20 Ether, 40K, voilà, bah, c'est déjà un peu moins impactant que de payer 50 dollars de gaz pour acheter un NFT qui vaut 0,5 Ether, par exemple, 1000 dollars, donc ça fait 5% du prix total du NFT payé en frais de gaz, quoi. Donc ça, c'est un point vraiment important. Et après, en fait, le truc, c'est ce que j'aime beaucoup, bon, on va pas mal creuser ImmutableX, c'est qu'en fait, ils ont pensé au-delà de juste, ok, on a un problème de congestion, ça coûte trop cher, et on va, on va, euh, on va mettre un layer 2 pour que ça soit plus rapide et que ça coûte moins cher. Ça, c'est le premier niveau de réflexion, en fait. Mais une fois que vous avez ça, vous avez un deuxième problème en soi, qui est, il faut réadapter à la solution au vrai use case des NFT, si je peux le dire. C'est-à-dire que là, à l'heure d'aujourd'hui, on a une sorte d'utilisation très limitée des NFT due au coût en gaz. Et a priori, si le problème des coûts en gaz va vers une résolution, ou en tout cas une très forte diminution, là on parle de la diminution d'un facteur 100 ou quelque chose comme ça minimum, donc on serait plus que sur 0, 1 demi-dollar par exemple pour une TX, voire moins, en fonction de plein de choses. C'est pas évident de vous donner une valeur en dollars comme ça maintenant, tant qu'on n'a pas le truc en prod. Euh, eh bien, ça changerait aussi beaucoup les comportements vis-à-vis des NFT. Et un des trucs que moi je trouve ça explicite bien, c'est cette idée de metadata orders. Donc, en gros, ils pensent au problème que, ok, aujourd'hui, comme je vous le disais, il y a les gros NFT, genre les punks et tout ça. Euh, euh, les NFT, genre les punks et ainsi de suite, où il y a pas mal de transactions. Et au final, les gens savent bien les pricer, parce que, enfin bien, je sais pas, mais c'est assez facile de savoir ce que vous achetez quand vous achetez un punk. Il y a 10 000 punks, vous pouvez voir quel est le nombre d'attributs, qu'est-ce qu'il a, quelles sont la rareté de chacun. Vous défilez le truc, vous avez une idée à peu près de où votre punk se situe euh, dans la punkerie, j'ai envie de dire. Mais en gros, à quel point c'est un punk rare, quoi. Ou qui a des choses uniques, ou des choses pas très très vues. Euh, mais en soi, il y a. Ça, c'est juste sur l'objet en lui-même. Mais là, avec cette idée de metadata orders, c'est d'aller regarder tout ce que je vous disais sur l'histoire vérifiable des NFT. C'est-à-dire qu'il vous donne un exemple simple dans l'article, on va peut-être expliquer un peu avant. Mais en gros, c'est cette idée que quand vous faites mettons que vous voulez acheter un NFT qui est une série de 100. Il y a 100 exemplaires de ce NFT. Et en soi, à cause de cette histoire vérifiable, je vous rappelle que c'est des tokens non fongibles. C'est-à-dire que même s'il y en a 100, aucune édition, a priori, n'est équivalente absolument à une autre. Pourquoi? Parce que rien que ça, elles ont des histoires de propriétaires différents. Ça peut vous sembler ouais, ok, on s'en fout qu'il l'a possédé avant. Mais je vous rappelle, par exemple, le coup de la de l'eau, où en soi, le fait qu'elle a été donnée, bon après moi je suis pas non plus une star, mais voilà, je pense que ça a eu un petit impact sur le prix. Et on le voit aussi sur les gens qui reçoivent, ils sont contents certains en tout cas, ils sont contents de recevoir un NFT de 1, mais de le recevoir de ma part et avec ce contexte qu'il y a autour. Donc ça, c'est moi, c'est petit token brice, ok. Maintenant, imaginez un jour que, je sais pas, Elon se décide à minter 10 NFT d'un truc et d'en donner 9 à des randos sur un facteur, ou 5 à des randos sur un facteur, on s'en fout. Ben, en soi, je suis à peu près certain que les 5 NFT donnés par Elon, ils valent plus cher que les 5 mêmes NFT de la série, mais qui ont été achetés, par exemple. Parce que ceux donnés par Elon, ils ont une histoire qui est valorisée par la communauté ou autre, voilà, allez savoir. Bon, je vous donne un exemple avec Elon, mais on s'en fout, hein, c'est juste pour que vous compreniez l'idée. Ça, c'est quelque chose qu'eux, ils entrevoient bien. Euh, et donc, cette idée de metadata orders, c'est qu'en gros, vous pourriez... donc, vous voulez acheter un NFT donné, vous pouvez passer un ordre, un prix donné, et qui correspond en fait à différentes conditions sur ces fameuses métadatas. Donc les métadatas, c'est encore une fois tout ce qui va être relatif à l'histoire de l'objet, quand est-ce qu'il a été mine, qui l'a possédé, combien de propriétaires, quand est-ce qu'il a été racheté, et ainsi de suite, blablabla. Et en gros, ils anticipent bien le fait que si vous réduisez les frais en gaz, il y a déjà énormément de NFT, il va y en avoir des milliards. Et donc il va y avoir un problème de juste matcher les acheteurs et les vendeurs d'une manière plus pertinente aujourd'hui, où c'est juste, en gros, vous allez sur OpenSea et vous voyez lequel vous plaît dans la collection. Euh,
Et donc là, cette logique de meta-order vous permettrait, par exemple, de passer un ordre pour un NFT particulier, mais avec des conditions. Ou pas de conditions si vous en avez rien à foutre. Mais par exemple, peut-être que vous voulez, euh, je sais pas, hein, ça peut être des choses assez variées, mais comment dire, ça vous permet de faire des conditions, donc soit sur, je sais pas si les détails, attendez, on va voir. Euh, Est-ce que ça vous permet de faire des choses, par exemple, sur l'histoire des propriétaires? Je pense que ça serait étonnant qu'il n'ait pas. Ouais, c'est ça. Donc en fait, voilà, vous pouvez faire, comme ils vous le disent là, vous pouvez faire un ordre pour dire, voilà, je veux acheter ce NFT à partir du moment où il est disponible à tel prix, et j'en ai rien à foutre des métadatas. Donc j'en ai rien à foutre de qui l'a possédé avant ou des choses comme ça. Mais de l'autre côté, vous pouvez aussi faire, je sais pas, par exemple, je veux acheter un NFT de cette série, mais seulement si c'est, par exemple, hein, il a été transacté que 2 fois, ou des choses, en fait, tout ce qui est contenu dans les métadonnées. Donc, ça peut sembler un peu, euh, un peu subtil, mais je pense que, notamment avec les collections et les choses comme ça va avoir un impact assez pertinent, quoi. Parce que pensez par exemple à, euh, donc, en dehors d'une série en dehors d'un NFT spécifique, mais si on se met par exemple sur une série de NFT, donc je sais pas, attends, mettons par exemple les kitties, parce que tout le monde connaît bien, bah, vous pouvez passer à un ordre pour dire, voilà, moi je veux acheter un kitty à ce prix-là, de 5 Ethers par exemple, s'il correspond à ces conditions-là, clac, 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 que vous listez, et qui correspond aux attributs du NFT, donc je me souviens plus très bien pour les kitties, mais voilà, ils ont des couleurs, des trucs comme ça. Et ça va potentiellement matcher sur n'importe quel NFT pertinent de l'autre côté. C'est-à-dire qu'un possesseur de kitties, il va voir cette offre. Mettons qu'il a un kitty qui correspond dans son wallet, ça va faire après comme sur OpenSea où il peut en un clic, hop, matcher votre bid et c'est bon, la transaction est faite. Donc à ce niveau-là, je pense que ça va beaucoup aider à naviguer un peu les marchés qui a priori vont énormément s'exciter à partir du moment où, encore une fois, on divise par 100 ou plus les coûts de transaction. C'est assez significatif. Alors après, ce qui est marrant, c'est que malgré tout, et c'est là aussi que j'aime bien, c'est qu'ils pensent vraiment assez grand, disons. Donc, ouais, je sais plus si je voulais mentionner, mais il y a déjà pas mal de jeux d'assez haut niveau qui sont attendus sur cette Immutable X, et notamment Gods Unchained, qui était une des premières, un des premiers projets de NFT dès 2017, je crois, je vous en parlais même dans le vieil article. Euh, donc là, c'est plus sur les Starks. Attendez, c'était autre chose que je voulais voir. Si, est-ce que c'était là qui parlait du fait que. Alors, en gros, il vous donnait un chiffre où c'était où ça m'avait fait assez. Ça m'avait fait marrer, merde, je le retrouve plus. Mais en gros, il considérait le cas de, ok, on roll Immutable X aujourd'hui, tout ça, ça tourne. Maintenant, on migre les Gods Unchained sur ces réseaux-là. Le problème étant qu'ils ont une quantité impressionnante de cartes déjà, un petit million, un truc comme ça, je sais pas, on s'en fout. Et donc, en fait, en soi, que même avec des frais en gaz réduits, bah, minter, c'est une opération assez lourde. Et du coup, si vous devez minter 1 million de cartes d'un coup, même sur un L2, ça peut aboutir à des coûts assez importants. Et là, je crois qu'on parlait, par exemple, il vous donnait, alors ça m'énerve un peu de vous le citer, mais je sais qu'il est quelque part sur le blog, pour ceux qui veulent vérifier. Euh, Peut-être dans l'autre article, on va aller voir vite fait. Mais en gros, ça coûtait 1400 ou 1500 Ethers en résumé un peu schématique, de migrer Gods Unchained sur Immutable-X. Et donc, c'est pas forcément. Voilà, peut-être qu'un projet comme Gods Unchained, ils peuvent se permettre de forward ce coût pour leurs users, mais après tout, c'est pas forcément le cas de tous les projets NFT. Donc il y a toute une logique de penser à comment on peut optimiser ça plus. Et là, ouais. Alors, je crois que c'était dans celui-là qu'ils expliquaient l'architecture, où ils envisagent quelque chose d'assez modulable. Donc celui-là, je vais vous laisser le creuser parce que c'est quand même un peu du type L2. Je n'ai pas envie de vous raconter trop de bêtises non plus. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que je vous avais parlé pas mal déjà de Starkware. Et c'est donc une solution qui s'appuie en partie sur ça. Donc c'est du ZK Rollup. Hein, et où ils travaillent assez proche avec l'équipe Starkware. Je suppose que ça s'appuie aussi sur leur technologie. Mais il y a aussi cette idée d'avoir en fait 2 modèles à terme. C'est le fameux Revolution Model. euh, pour en gros accommoder un peu les différentes situations et pouvoir proposer des coûts en gaz encore plus modérés, disons, si c'est pas aussi critique.
Donc ça, à voir. Dans leur blog, ils annonçaient, je sais plus où, que, ouais, voilà, c'est ça, qu'ils étaient en sprint pour lancer en mars 2021. Donc, bon, a priori, désolé, c'est pas le cas, mais ça devrait pas tarder. Et bon, on a quand même d'assez gros projets déjà dans la boîte pour eux, parce que je vous rappelle qu'il y a donc OpenSea qui a annoncé qu'il lancerait dessus. Et, comment dire, et donc Gods Unchained, euh, et peut-être pas mal d'autres trucs, quoi. Donc, on va le suivre. C'est plus une intro pour l'instant, histoire de mentionner ça et d'analyser un peu avant que ça arrive. Après, moi, j'aime bien aussi juste, un peu comme on a fait hier avec... salut MH. Comme on a fait hier ah, avec Faye. Découvrir un peu avec vous en live. Et donc hier, on m'a parlé de ce Palm.io que j'avais vu passer sur Twitter, mais je savais pas creuser plus que ça. Où là, c'est quand même assez intéressant. C'est juste bah, les partenaires, disons, ceux qui travaillent avec eux, sont quand même une liste assez intéressante. On y retrouve notamment bon, Consensus, Infura, MetaMask, que vous connaissez bien, mais protocole là pour le côté stockage. Il y a cette idée qu'ils vont roll une sorte de version d'Uniswap V3 custom pour permettre leur swap de NFT. Et après, ils ont aussi quand même réussi à avoir des services déjà assez célèbres dans les NFT, disons, puisque Mime, on en a parlé, je vous rappelle, c'est la première plateforme qui a permis de farmer des NFT. Euh, Nifty, c'est plus un truc plus social qui va vous aider à Nifty, hein, qui va vous aider à plein de niveaux pour les NFT. Ça vous permet par exemple de voir un peu ce qui se passe dans les fermes sur Mime, de voir le prix de votre collection, des choses comme ça. Donc ça, c'est un truc assez utile et il y a toute une dimension plus sociale. Euh, et après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, les Euler Bits dont on va parler tout à l'heure, donc ça, je vous laisse de côté. Alors après, ce qui est marrant, c'est un peu une approche, deux approches assez différentes. Parce qu'en soi, Palm.io et MutableX, on pourrait dire que c'est un peu le même problème initial. C'est-à-dire les deux, ils arrivent et ils disent, ah, coucou, minter des NFT sur Ethereum, ça coûte une blinde, les transférer, ça coûte une blinde, acheter, vendre, ça coûte une blinde. Euh, alors après, ils adorent aussi jouer ce coup moi ça m'énerve beaucoup, hein, ce coup du carbone neutral, et c'est pas sustainable et tout ça. Bon, pourquoi pas. Mais il y a vraiment cette idée, en gros, d'être une sorte de support, de solution maintenant dans le présent, en attendant que toutes les améliorations au niveau du réseau d'Ethereum se fassent. Alors après, il n'y a pas énormément d'infos sur le truc. Je vais voir leur Discord vite fait. D'accord, invalide. Bon, bah, on n'a pas le droit d'aller voir leur Discord, zut. Euh, mais, on va leur mettre un petit follow quand même. En fait, moi, ça me fait le sentiment euh, c'est un peu deux approches sur le problème initial, mais deux solutions bien distinctes, dans le sens où ImmutableX, ils sont plus au niveau, ok, nous, on va construire de la tuyauterie, quoi, et on laisse les gens l'utiliser, on travaille avec différents partenaires pour qu'ils l'utilisent. Là, alors c'est assez spéculatif, encore une fois, parce que je dis ça par rapport à une homepage, hein, mais l'angle me laisse à penser qu'ils sont plutôt dans une idée de il n'y a pas vraiment de bon terme en français pour ça. Vous savez, cette logique un peu de walled gardens, comme ils disent en anglais. Je pense que la meilleure illustration de ça, c'est vraiment iOS, iPhone en général, un environnement Apple versus un environnement Windows. Donc sur un iOS, un téléphone Apple, euh, vous le savez sans doute, mais toutes les apps sont validées par Apple sur l'Apple Store. Il y a plein de limitations et de choses comme ça, qui ont des bénéfices qui vous permettent moins de problèmes de sécurité ou de choses comme ça. Mais aussi, ça veut dire que l'utilisateur en lui-même a moins de contrôle sur la device. Et ça, c'est un peu toute la perspective d'Apple, où en gros, ils contrôlent toute la chaîne, le hardware, le software et le marché tiers Enfin, ils ont un contrôle oui, sur le marché tiers avec l'App Store. Et ça leur permet du coup de faire une expérience plus soignée, que certaines personnes apprécient, mais aussi beaucoup plus limitée pour les utilisateurs. Et d'ailleurs, bon, après, ça c'est un autre débat, mais il semblerait que même les Mac maintenant s'orientent vers cette logique-là, puisque les nouvelles versions de Mac, elles vont avoir un App Store, Priorité, Gateway, tout ça. Donc pourquoi je vous fais tout ce parallèle-là? Parce que là, j'ai vraiment le sentiment, encore une fois, c'est ce sentiment, qu'on est un peu dans cette dichotomie-là entre Palm et MetaBolix, où Palm, ils veulent vraiment vous faire un truc tout en un, où ils prennent en charge la solution de scaling, ils travaillent avec différents projets, ils ont ramené un artiste célèbre pour faire leur lancement, et ainsi de suite. Donc ça va vraiment être un truc tout intégré, tout un écosystème de NFT qui va probablement inclure
ouais, non, c'est pas probablement d'ailleurs, ils l'ont annoncé, son propre marché, et ainsi de suite, avec son token, et blablabla. Donc tout un écosystème pour les NFT construit autour de leur solution, quoi. Euh, Aussi, attention, hein, différence notable, c'est que ça permet de faire un petit point L2 au passage. Je vous le souligne en gras là, c'est le point important, et vous voyez que c'est aussi assez, voilà, assez ric, hein, j'ai envie de dire, je sais pas comment, assez fourbe en fait de le foutre là, tu vois, parce que là on est là, et on apprend donc, il faut quand même scroller jusqu'ici pour apprendre que c'est une sidechain. Donc en gros, il va y avoir un compromis de sécurité. Ça va pas être une sécurité assurée par le mainnet Ethereum ou équivalente au mainnet Ethereum. Alors que de l'autre côté, je vous rappelle qu'on est sur du ZK Rollup, donc a priori une sécurité dérivée du mainnet. Donc ça, c'est assez un consensus plutôt que sécurité. Ça, c'est assez important. Euh, Donc oui, voilà, à voir pour l'instant. Bon, comme il n'y a pas tellement grand-chose de plus, je vais pas extrapoler jusqu'à la Lune avec une home page, hein. Mais oui, quelqu'un le remarque dans le chat, ces projets-là, il n'y a pas marqué partner, il n'y a pas marqué quoi que ce soit, c'est peut-être juste des gars avec qui ils postent comme ça, ils forquent leur truc ou basta, on n'en sait rien. Et alors, pourquoi des Layer 2 alors, il y a plein de questions d'un coup. Alors, quel intérêt de faire des Layer 2 spécial NFT? Pourquoi ZK Rollup et Optimistic Rollup ne suffisent pas? Alors, ben en soi, déjà, donc on le disait, donc Immutable X par exemple, c'est du ZK Rollup. Et il y a d'autres approches. Je crois que, bon, on va peut-être vérifier avant que je dise de bêtises, mais un autre NFT, un autre layer qui s'oriente pas mal sur les NFT. Arbitre. Ça, ah, c'est du roll-up aussi, ouais. Optimistic, je crois. Ou c'est un autre type de roll-up, je sais plus. Donc voilà, il y a pas mal de solutions différentes, euh, mais elles n'ont pas toutes les mêmes compromis. Après, pourquoi on fait un L2 spécifique Voilà, Arbitrum, c'est optimistique, merci. Merci, Paul Starix. Et donc, que je me perde pas en route. Pourquoi, par exemple, il y a un projet comme Immutable? Parce que c'est comme je vous le disais, ok, en soi, de la tuyauterie, ça, on sait faire à partir du moment comment dire, où, où il y a euh, un L2 utilisable pour, vous pouvez minter des NFT dessus, les échanger. Ok, c'est parti, cool, on a plus beaucoup de frais de transaction, tout ça, c'est sympa. Mais après, on se retrouve avec tout un tas d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'il va falloir toute une infrastructure autour de ça, qui vit aussi sur Layer 2. Un système d'échange des NFT, des interfaces pratiques pour minter les NFT, peut-être tout un tas de trucs pour les jeux, tout un outillage en fait qui existe sur le mainnet, hein. Par exemple, des projets comme Engine, ça fournit de l'outillage aussi pour les NFT, Rari qui aide les créateurs à acheter, vendre, à créer, et ainsi de suite. Et donc en fait, c'est je pense que c'est ça un peu la raison d'être d'un projet comme Immutable X. C'est cette idée aussi d'incorporer tout ce qu'il y a autour, quoi. C'est-à-dire, là, il vous parle déjà on a parlé un peu des meta-orders, metadata orders tout à l'heure, ou des choses comme ça. Donc de réfléchir à, ok, maintenant on a un truc où on peut acheter, vendre des NFT pour pas cher, il va y avoir tout un tas de nouveaux besoins, en plus des besoins habituels de plateformes d'achat-de-vente et tout ça. Et donc, il faut prévoir et offrir des solutions aussi pour ça. Alors, et donc, bah oui, donc techniquement, les ZK, ça peut tout à fait supporter les NFT, comme on le voit avec ImmutableX. Peut-être qu'il y a un peu d'adaptation au point de vue technique derrière, ça je t'avoue que je ne saurais pas te dire. Mais petit point utile qu'on va faire à chaque fois, peut-être qu'on va parler de L2. Faut pas oublier que sidechain et L2, c'est vraiment pas la même chose. C'est pas le même monde, quoi. Et donc, oui, il y a déjà des NFT sur Polygon et des trucs qui s'y passent. Il y a même Aave qui s'est lancé sur Polygon aujourd'hui, je crois. Mais Polygon, malgré toute la merde que vous pouvez lire partout, dont sur le site d'Ethereum.org où c'est pas clair, Polygon est une sidechain. À l'heure d'aujourd'hui, c'est une sidechain. Ça a son propre mécanisme de consensus qui n'est en aucun cas lié au mécanisme de consensus d'Ethereum et donc beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, comment dire, fiable. Je sais pas, parce que peut-être que c'est fiable aussi, mais en tout cas, ça n'a pas le même mécanisme les mêmes garanties, ça n'a pas le même mécanisme de validation. Donc ça, c'est vraiment important, surtout pour un projet comme Polygon. J'ai envie un peu de dire honte à eux, parce qu'honnêtement, c'est pas clair du tout
que c'est une sidechain, et partout, tout le monde est confus. Je pense qu'il y a un peu de confusion entretenue, disons, donc ça m'énerve beaucoup aussi. Et oui, en effet, ils ont plein de projets à terme de faire du plasma, des ZK roll-up et tout ça. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il me semble que Scale c'est la sidechain et rien d'autre. À moins que je me trompe, corrigez-moi si vous avez plus d'infos. Et donc, techniquement, tout projet sur Matic vit sur cette sidechain avec ces compromis de sécurité. Enfin, compromis, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, avec cette sécurité, ce mécanisme de consensus qui n'est donc pas dérivé du L1 et qui n'est pas qualifiable comme un L2. Donc, ça, c'est important. Et après, ouais, je suis un peu vénère là-dessus, mais comprenez bien que même moi, il y a 3 mois, par exemple, 2 mois, je sais plus, j'étais encore appelé, non, même moins que ça, en fait. Je pensais encore que Matic était un L2, mais parce qu'en fait, j'avais pas déjà bien compris la différence L2 sidechain. Et surtout, il y a encore une fois une confusion entretenue, je pense, plus ou moins volontairement, peut-être pas directement par l'équipe Matic, mais en tout cas autour de ça. Le nombre de gars sur Twitter qui vous racontent le L2 Polygon, bon bah voilà, à un moment donné, c'est un peu dérangeant. Hop. Alors, je perds pas ma petite fiche aussi. Et oui, alors j'insiste là-dessus, mais parce que c'est un truc qu'on voit souvent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait Celsius, donc un truc de lending complètement centralisé qui n'a rien à voir avec de la DeFi, qui disait ah regardez, venez faire de la DeFi chez nous, quoi. Donc ça, c'est des trucs, il faut leur dire non mais vous êtes des merdes à ces gens-là, ou comme vous voulez peut-être plus poliment, mais arrêtez vos bêtises, quoi. C'est une honte, vous nuisez à l'ensemble de l'écosystème en entretenant une confusion pareille, et bah, écoute, si tu es a priori un acteur sain qui contribue à l'écosystème sur le long terme, tu ne ferais pas ça, tout simplement. Là, tu mets en jeu la compréhension des gens de la technique dans l'écosystème et tu la bidouilles pour ton propre intérêt. Donc en gros, t'es un connard. Soyons honnêtes, t'es un connard. Pour moi, c'est ça. Alors après, il faut faut pas non plus prendre la fourche immédiatement et aller les brûler sur le bûcher, quoi. Peut-être qu'il y a des problèmes. Est-ce que ça vient effectivement de l'équipe ou d'autres personnes? Peut-être que c'est des problèmes de compréhension et ainsi de suite. Mais il y a des cas où c'était quand même assez clair. Par exemple, oui, au niveau de Celsius, il y avait littéralement le compte Twitter qui tweetait, ou le CEO, je sais plus, qui tweetait qu'ils étaient un truc DeFi à un moment donné. Donc voilà, là, bon, ils se sont calmés depuis, il me semble, parce qu'ils se sont pris des grosses baffes de la part de la commu, et heureusement, parce qu'il ne faut pas abuser. Mais voilà, c'est un point assez important. Oui, pareil, PSC ou des choses comme ça, où la confusion peut être entretenue aussi. Euh, et donc oui, sur Matic, il y a déjà sur Polygon, pardon, Polygon, pas Matic, maintenant ça rebrand, il y a, il y a des projets de NFT fonctionnels. Il me semble que, bah, donc le fameux, on en a déjà parlé, mais Comes, ça se passe là-bas, et il y en a probablement d'autres qui tournent déjà. Il y a aussi même de la DeFi. Donc je suis pas en train de vous dire Polygon c'est de la merde, n'y allez pas, hein, qu'on soit bien clair. Mais sachez où vous mettez les pieds, quoi. C'est le minimum, c'est le minimum. Euh, Après, il y a plein de trucs pertinents sur Polygon, et il y a moyen de faire des choses cool, mais il faut être conscient de ce que c'est, quoi. Euh, et donc, redémystifier la différence entre les deux L2 sidechain en avantage-inconvénient. On va faire un. Alors, je suis en train de vous préparer un. Je sais, ça fait une éternité que je suis en train de le préparer, mais il avance et il arrive a priori bientôt, peut-être même la semaine prochaine. Parce que moi, encore une fois, c'est des sujets très techniques et moi, je suis pas un dev, tout ça, donc j'ai une compréhension technique assez aboutie, mais peut-être pas aussi puissante que nécessaire pour un sujet pareil. Et donc, je suis en train de vous préparer un live justement, Scalability. Je l'appelle Scalability justement parce qu'on va parler à la fois de sidechain, de L2 et d'autres trucs. Où on aurait deux personnes qui s'y connaissent bien, enfin, notamment un vrai pro du milieu, puisque j'essaie d'avoir, il y a des Français dans l'équipe Starkware, donc j'aimerais bien avoir l'un d'entre eux, donc pour être sûr qu'on voilà, on a un gars qui est vraiment calé à tous les niveaux là-dessus. Et après, il y a des gars dans la communauté DeFi France qui suivent très très bien les L2 aussi, que même s'ils ne sont pas des pros du secteur, ils sont extrêmement solides. Et donc voilà, l'idée, ça serait de faire un petit live à 3, où vous auriez donc un pur pro du secteur qui bosse chez Starkware, quelqu'un de plus, disons, plus versatile, enfin, un membre de la communauté, mais qui suit pas mal de projets, qui s'y connaît très bien, et moi pour passer la balle. Et l'idée, ça serait de creuser un peu tout ça, quoi. Mais vraiment, la différence fondamentale de sidechain et le 2, c'est vraiment comprendre qu'en gros, une sidechain, c'est son petit bac à sable à part, avec des bridges vers le mainnet, mais c'est un bac à sable à part. Il y a une autre police dans ce bac à sable, police, donc gens qui vérifient les transactions et tout ça, sécurité du réseau, qui n'est pas la police, entre guillemets, d'Ethereum, donc les mineurs et bientôt le mécanisme de staking. De l'autre côté, sur un L2,
vous avez un mécanisme en gros, un consensus qui dérive ou s'appuie sur le consensus duel, hein, et donc qui est beaucoup plus solide. Alors après, ça implique des approches plus compliquées, c'est pour ça qu'il y a toutes ces histoires de roll-up et tout ça, mais ça permet aussi, en gros, d'avoir de la scalabilité sans faire autant de compromis. Bon, on va dire autant de compromis pour l'instant, mais il y a peut-être probablement encore des compromis, mais sans faire de compromis en termes de sécurité ou de décentralisation du système, quoi. Alors oui, après, c'est très peu cher tout ça, hein, ça marche bien, ça peut être assez étonnant. Et c'est vrai qu'on parle pas trop, je n'ai pas encore trop parlé de loopring, mais on va sans doute en parler dans ce live L2, donc. On va revenir un peu sur les NFT après, désolé pour la parenthèse. Parce que loopring, ça tourne très bien aussi, et c'est assez bluffant aussi de voir. Bon, il y a des petits frais bien sûr, mais tout à l'heure j'ai fait un dépôt de liquidité sur loopring, et j'ai cliqué sur le bouton, il y avait marqué Deposit Success. J'étais à what? Et t'as un peu oublié l'idée que ça peut être d'avoir quelque chose d'aussi instantané. Et ça, c'est vrai que quand vous êtes habitué du mainnet Ethereum, avec les coûts en gaz associés et le délai aussi, ça devient très très intéressant. Alors, bonjour Julien et tous les autres. Alors, on va revenir un peu sur nos NFT avec un dernier beau sujet, un truc qui est vraiment cool, que j'ai découvert un peu tardivement, mais qui, je pense, vaut le détour. C'est donc ce fameux Holobit. On va partir de là. Donc, c'est un truc assez dense, en fait, hein, parce que c'est pas forcément évident de comprendre ce qu'il y a exactement derrière tout ça. Donc, pourquoi je fais ça? Parce que déjà, comme je vous le disais, c'est des NFT musicaux. Donc ça correspond aussi à une discussion qu'on avait eue déjà plusieurs fois. Bon, je sais pas si vous allez l'entendre, on peut en écouter un pour voir. Voilà, vous comprenez l'idée. Mais donc ce qui est vraiment déjà très critique de comprendre, pour ceux qui ont suivi les premières discussions qu'on a eues sur les NFT, et je vois que Closar, qui est petit nouveau qui débarque, est un peu perdu, je t'invite à aller voir les deux précédentes vidéos, peut-être sur les NFT, ça t'aidera à te faire une idée. Euh, donc, un des premiers points très importants par rapport à cette discussion-là, c'est on avait parlé de la censurabilité des médias, des NFT. Mais là, c'est quelque chose qu'ils ont pris en compte euh, de manière très aboutie, puisque, en fait, c'est quoi concrètement l'objet que vous achetez? Alors, on va le faire un peu comme ça. C'est un peu résumé, mais c'est pour être sûr que tout le monde suit bien. C'est comme si, en fait, le NFT contenait la partition, c'est plutôt la recette, si vous voulez. Et après, avec cette recette, tout ce qu'il faut, c'est un script pour pouvoir revenir à la musique que vous venez d'entendre là. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un jour leur bit tombe, il n'existe plus pour raison X ou Y, chaque personne qui possède le NFT a donc la partition, entre guillemets, et l'instrument pour le jouer, c'est donc ce fameux script qu'ils ont rendu accessible par plein d'autres moyens, que vous pouvez probablement, j'ai pas vérifié, mais probablement faire tourner en local, enfin, qui est hébergé ailleurs. Et donc, en gros, même sans eux, leurs bits, vous pouvez tout à fait recréer l'ensemble de votre NFT et avoir accès toujours aux morceaux. Donc ça, c'est très très important. C'est assez pertinent pour le côté voilà, souverain sur le long terme, quoi. Vous n'êtes pas dépendant. Un peu la même logique que pour les jeux vidéo. Vous n'êtes pas dépendant de leurs bits pour pouvoir écouter le bits que vous avez acheté. Hop, comme ça. Donc ça, c'est un premier point important. Après, il y a aussi toute cette idée de royalties. Donc là, on n'est que sur des prints. Ouais, on va peut-être aller dans les FAQ parce que c'est un peu dense à ce niveau-là. Attends, qu'est-ce que j'avais noté? Que je me perde pas en route. Donc oui, à haut niveau, c'est vraiment ça. C'est donc NFT, musicaux, avec une idée de maths derrière qu'il ne faut pas oublier aussi. C'est vrai que oui, on va y revenir. Et une légère notion de royalties. Donc ces morceaux, concrètement, ils sont générés à partir de maths. Je ne vais pas vous faire tout le détail, mais moi je ne les comprends pas forcément. Mais voilà, de formules de l'air ou des choses comme ça, le Euler quotient et le nombre de l'air.
Notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a un peu une hiérarchie dans les NFT. Donc là, ce que vous voyez sur le site tout à l'heure, c'était ce qu'ils appellent des prints. C'est-à-dire qu'en fait, chaque morceau a d'abord un morceau, comment il s'appelle? L'original, tout simplement. Et donc l'original, il va être minté par la personne qui l'achète, mais il va prendre en compte, le morceau est généré au moment du minting. C'est-à-dire que la personne qui achète un original ne peut pas écouter le son du bit qui va être produit avant de l'acheter. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va un peu mettre d'elle-même dans le NFT, dans le sens où il y a des facteurs relatifs au wallet qui achètent cet original, qui vont rentrer dans le paramètre pris en compte pour les maths, si vous voulez, du NFT, et donc qui vont aboutir à un morceau différent en fonction de qui l'a acheté. Et donc il y a vraiment ce côté de l'acquéreur de l'original définit d'une certaine manière la musique qui va être produite. Ça, je trouvais ça assez fascinant. Ça vous montre un peu tout ce qu'on peut faire. Après, oui, il y a toute une logique de print que j'ai pas forcément encore entièrement saisi, mais qui vous permet du coup, à partir du moment où il y a eu donc le Genesis qui a été l'original, pardon, parce que Genesis c'est le nom d'une de leurs collections. Donc à partir du moment où l'original a été produit, il y a un système de print, c'est-à-dire que d'autres personnes peuvent acheter des prints, et en fait, là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'il y a aussi, ils en parlent ici ou pas? Voilà, c'est ça. Donc les prints, c'est des répliques de l'original. Et comme l'original existe déjà puisqu'il a été créé, ça veut dire que quand vous achetez un print, comme on l'a vu tout à l'heure, ben, on peut l'écouter avant de l'acheter, puisque c'est une copie du son original qui a déjà été créé. Et après, voilà, il y a des limites de print maximales un peu différentes en fonction des séries. Mais là où c'est intéressant, c'est donc le pricing du print se fait via une banding curve, ok. Et là où c'est vraiment cool, c'est qu'il y a donc tout un mécanisme de réserve qui permet aux possesseurs de print, donc une réserve qui est constituée sur chaque achat de print, il y a une partie du montant qui va dans la réserve, et cette réserve, ça permet après aux possesseurs de print de en fait vendre entre guillemets au système. Comment? Ben, ils burn leur print et ils sont rémunérés par une partie des IS qui sont dans la réserve. Il y a un mécanisme de pricing pour ça, bien sûr, c'est pas aussi simple que ça, mais ça permet en fait d'avoir un marché liquide à tout moment de l'autre côté, quoi. Et ça, c'est pas mal. Après, en plus, il me semble qu'il y a un value capture sur l'original à ce niveau-là. Euh, c'est où qu'ils en parlaient? Ouais, c'est ça. Donc les originaux, ils étaient vraiment pas très nombreux, hein, puisqu'il y en a eu 27 par série, et pour l'instant, il y a deux séries, il y a Genesis et il y a, je sais plus comment elle s'appelle, Enigma. Et donc, on va aller voir les prix après, mais ils se sont pas mal appréciés aussi, évidemment, mais ça, c'est autre chose. Mais là où c'était vraiment cool, donc là, ils rentrent plus en détail, je vous laisse voir un peu tout ça dans les FAQ, parce que c'est vraiment dense, sur la génération des œuvres originales au moment de l'achat. Si tu n'arrives pas à retrouver la partie où ça parlait de royalties. C'est normal parce que ça n'en parle pas ici. Euh, c'est dans les FAQ? Non. Ah, attends pour moi. Je sais plus où j'ai lu ça, zut. Mais il y avait en fait toute cette logique, il me semble, j'aimerais bien le vérifier avant de vous le dire, parce que il me semble ça va pas bien loin. Il y avait toute cette logique de... Ah voilà. Euh, donc c'est ça. Les possesseurs d'un Euler Bits original reçoivent 8% du print price à chaque fois qu'il y a la vente d'un print. Et tout ça, c'est géré automatiquement par smart contract, par 5 vertus d'Oldé. Euh, vous allez recevoir la royalties correspondante. Donc c'est là où je vous disais, c'est assez intéressant par rapport au sujet donc sur la propriété intellectuelle et les NFT. Alors, est-ce que ça qualifie comme de la propriété intellectuelle? Je sais pas. Ils ont un peu créé leur propre mécanisme là-bas, mais c'est vrai que ça correspond un peu à ce discussion qu'on avait eu un peu déjà dans les précédents live NFT sur en gros, ok, tu as cet NFT traçable, potentiellement unique, ou en tout cas série limitée, blablabla, mais maintenant, est-ce qu'il incorpore aussi une logique par rapport à sa réutilisation? Et là, je pense que c'est vraiment un pas important, puisque là, en l'occurrence, c'est le cas.
vu qu'il y a toute cette logique de print, de burn et ainsi de suite, et une value capture correspondante pour le possesseur de l'original. Donc ça ouvre la voie à des choses assez enthousiasmantes à ce niveau-là, puisque bon, encore une fois, la musique c'est plutôt fait pour être je ne vais pas vous l'apprendre, hein, mais bon, il y a des gens qui écoutent la musique comme ça, mais après, il y a plein d'utilisations de la musique à plein de niveaux. Peut-être que j'ai envie d'acheter ce beat pour le mettre dans un super film qui va lui-même être un NFT, ou aller savoir. Et du coup, il y a besoin de mécanismes pour pouvoir utiliser cette musique et en même temps payer les droits correspondants, quoi. Euh, et il me semble en effet que, alors je ne sais pas si c'était Julien Bond, je ne sais pas si c'était les premiers à faire un mécanisme de burn des NFT, en gros pour créer un marché toujours liquide. Euh, il parle aussi d'un autre projet que je connaissais pas, mais que j'avais envie de creuser. Au tout début, je sais plus où c'était peut-être ailleurs. Mais en gros, il donnait une sorte de kudos pour un autre projet. Je me souviens plus le nom, hélas, désolé. Où il disait qu'ils ont été très. C'est peut-être là-dedans, ouais. Dans la Olympic Stories. Non, je sais plus. Bon, désolé. Mais où en gros, ils s'inspiraient pas mal. Ils ont pas s'inspirer, mais ils ont eu un autre projet qui a un peu ouvert le chemin pour eux en termes de NFT musicaux avec toute cette logique-là. Alors, il y a un prix pour acheter et un prix que tu reçois si tu burn ton, bah, ton print. Alors, oui, il y a un spread entre les deux, évidemment, hein, puisque d'un côté c'est la demande, de l'autre c'est de l'offre. Il faut bien comprendre que le mécanisme du burn de print, c'est un peu le marché de rachat par défaut, quoi. C'est-à-dire, si tu veux absolument te séparer d'un print, mais que tu n'as pas réussi à le vendre sur le marché, tu peux toujours le burn pour récupérer des Ethers. C'est une manière de s'assurer qu'il y a toujours de la liquidité en face. Mais, euh, mais c'est pas forcément le seul moyen de transacter tes prints, quoi. C'est un mécanisme fallback, quoi. Alors, je sais pas, il faudrait voir les stades d'utilisation, c'est peut-être le mécanisme principal, mais c'est pas le seul en tout cas. Ouais, les tutos Matic, tout ça, ouais, il y a Marc qui va faire un truc apparemment, je vous laisse voir. Et oui, ça rejoint un peu, c'est ça qui est marrant aussi, c'est que, je sais plus dans quelle émission, encore une fois, peut-être la première ou la deuxième sur les NFT, vous avez détaillé un peu cette idée, ce rêve d'une sorte de fair launch punk, qui serait une série un peu comme des CryptoPunk, mais où en fait chaque wallet Ethereum pourrait en minter un en fonction de ce qu'il a fait dans l'écosystème ou des choses comme ça. C'est vrai que là, en fait, c'est un peu un premier pas vers ça aussi, puisque là, quand les personnes qui ont minté des Genesis ont mis un peu de leur wallet, on va le dire comme ça, dans l'œuvre en elle-même. Et ça, c'est assez enthousiasmant de voir que ça se réalise en effet. Je suis très triste du coup d'avoir dormi dessus quand c'était encore accessible, mais ça, c'est mon problème. Après, je sais pas ce que ça donne en termes de marché maintenant. Euh, alors ça, est-ce que c'est un original ou c'est juste un print? Non, c'est peut-être. Waouh, il y a une vente à 131 is il y a un jour. Comment on peut savoir si c'est un print ou un original? Hmm. Voilà, il vous parle de print. Après, ça a plutôt l'air d'être un print. Ça me semble un prix assez élevé pour le print. Est-ce qu'il y a des originaux? Ah non, c'est ça, il précise quand c'est print. Ok. Mhm. Donc là, c'est bien des originaux, par exemple, celui-là, puisque ils mettent pas print. Peut-être à vérifier quand même, hein. Mais donc, oui, pour des NFT qui ont été émis initialement à 0,25 Ether plus gas, ça semble assez. Voilà quoi, le marché a eu un grand intérêt pour eux. Alors pour OpenSea, Bruno Le Maire. Lol. Ah là là. Donc Monsieur Bruno Le Maire, ravi de voir que vous vous intéressez aux NFT.
Non, ne vous en faites pas, c'est un monde décentralisé, trustless. L'idée, c'est que vous possédez vraiment vos objets. Donc, si vous achetez un NFT sur OpenSea, par exemple, il n'est pas visible que sur OpenSea, puisqu'il est dans votre wallet, il correspond à un token ERC721 ou 1155, qui est dans votre wallet, que vous pouvez même voir sur Etherscan. Maintenant, sur Etherscan, vous n'allez pas voir grand-chose, puisque c'est voilà, un NFT, et que Etherscan, en termes de visualisation des NFT, c'est pas encore la choix. Mais en soi, n'importe quel service qui visualise vos NFT va vous permettre de le voir. C'est-à-dire, vous allez sur Rarible, comme on le dit dans le chat, vous allez voir votre NFT, vous allez même sur... allez, on va lui refaire de la pub, ça fait longtemps, petit Alex. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça va pas tout casser. Vous allez sur Try Showtime, là, et pareil, vous allez voir le NFT. Bon, a priori, il y en a encore quelques-uns qui sortaient pas, mais ça, c'est juste un petit problème de visuel, disons. Et donc c'est vraiment l'idée, quoi. C'est que c'est pas, vous n'êtes pas tributaire, c'est pas juste une entrée dans le livre d'OpenSea pour qui dit que vous avez ce NFT, quoi. Alors, au niveau du burn, ah oui, d'accord. Donc le burn, Julien, un burn se fait au prix de l'impression précédente. C'est vrai que j'avais pas forcément cerné ça. Mais oui, ça correspond un peu à ce que je disais quand même de ce mécanisme de, c'est surtout un marché euh, une sorte d'acheteur toujours acheteur, quoi. Donc si vous voulez, bon, c'est pas un achat du coup, vous le burnez, mais c'est un mécanisme pour vous assurer de la liquidité à la revente, quoi qu'il arrive, même s'il y a absolument personne qui veut l'acheter sur le marché secondaire. Mais oui, du coup, ça ferait du sens, comme tu le décris, Julien, que ça soit assez lié aussi au prix d'achat des prints, parce que en effet, ça serait à peu près le seul moyen de pricer ça de manière décente. Donc, Bits. Assez pertinent. Moi, je vais continuer à suivre. Ils font une collection par mois, là, donc peut-être qu'il y en aura encore une autre. Mais ouais, comme je vous disais, là, j'ai raté le début. Je n'ai pas d'original. Je sais pas si j'ai vraiment envie d'acheter des prints. J'aimais bien l'idée de d'acheter bah, un NFT potentiellement productif, mais maintenant c'est un peu tard. Donc, ça sera probablement pour une autre série. Alors oui, d'ailleurs, les NFT, quand on le remarque dans le chat, c'est pas forcément de l'investissement, ça peut se gagner. D'ailleurs, oui, on fera ça tout à l'heure, mais faites-moi y penser si j'oublie. On fera un petit drop de Delo pour fêter les 1000 follow. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti une Delo du garage en plus. Mais avant ça, est-ce qu'il me restait des trucs dans mon petit menu? Attendez, hop. Bon, je crois que c'est pas mal. Alors oui, pas d'artiste aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas déçus. J'en garde un peu sous la main pour qu'on ait de quoi faire pour les prochaines éditions. Puis là, comme il y avait un petit article, j'avais envie de discuter de ça tranquillement avec vous. Hum. Et donc, oui, pour le live L2, c'est, je sais pas, peut-être semaine prochaine si tout va bien, si les étoiles s'alignent. Mais voilà, je vous tiendrai au courant, ça va être un truc qui va être planifié en avance, qui sera disponible après. Et l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose d'assez exhaustif et compréhensif sur le L2, sur les L2 et les sidechains, pour justement avoir une sorte de ressource par défaut pour aider les gens à naviguer un peu tout ce drôle de monde. Donc, zut, j'ai même pas préparé une pote pour un giveaway. Ouais, donnez-moi une seconde. Hop, je vais prendre l'ordi à côté. Je mets juste en place le bot pour faire le petit giveaway de l'eau. Pendant ce temps-là, si vous avez des questions relatives au NFT, tout ça, n'hésitez pas. Euh, Il est où? Oui, les NFT se louent aussi, ça c'est vrai. Et il y a aussi
Il y a aussi même un truc assez marrant, mais c'est par exemple un projet comme Whale DAO, qui est vraiment une idée de, c'est des collectionneurs de NFT, quoi, avec une DAO derrière pour oups. Il s'appelle juste Whale. Mais c'est un peu ça l'idée, hein, il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Donc ça, c'est un social token qui correspond à une sorte de, voilà, c'est ça. En fait, ils ont créé une social currency qui est leur Whale, mais qui est backée, entre guillemets, par toute une série de NFT. C'est donc une sorte de collectif de collectionneurs organisé dans une DAO, quoi. Ça, je trouve ça assez sympa comme idée. Euh, alors, tiens, belle question, hein, Théos. Est-ce que tu penses que les NFT pourraient éventuellement remplacer les diplômes papier type bac? C'est pas que je pense, c'est absolument une évidence quand tu considères à quel point c'est facile de falsifier un truc pareil. Le niveau de sécurité sur des diplômes ou même tout un tas de documents officiels est honnêtement assez pitoyable quand tu vois la puissance que peut avoir un État et la réflexion qu'il pourrait y avoir à ce niveau-là. Donc oui, pour moi, c'est vraiment, c'est une évidence, mais il n'y a même pas besoin de réfléchir tant que ça pour voir qu'en fait, oui, tout ce qui est documents officiels, certificats, diplômes, certifications, attestations, tout ça, ça n'a rien à foutre dans du papier physique ou dans une base de données centralisée gérée par un État. Mais combien de temps ils vont mettre pour réaliser ça? Ça, c'est autre chose. Et puis après, bon, pour être honnête, il faut aussi voilà, qu'il y ait un progrès fait au niveau des technologies de scaling. Parce que bien sûr qu'ils vont pas, vous imaginez bien que voilà, coucou l'État français qui émet 70 millions de cartes d'identité sur Ethereum Mainnet, ça va faire une belle petite facture en gaz, probablement dans les 50 000 Ethers ou un truc comme ça, je sais pas, à vider. Donc est-ce qu'ils ont envie de les payer? Je pense pas. Donc il y a vraiment là, pour le coup, quand on rentre dans des cas d'utilisation comme ça, je vais dire des cas d'utilisation systématiques et massifiés, ça devient vraiment crucial d'avoir un système de scalabilité. Merci LMK pour le Prime, ça fait plaisir. Euh, alors, pardon, je repars juste sur mon giveaway parce qu'il faut que je le paramètre. Et après, je suis bon. Si je retrouve. Pour les formalités des entreprises, pour plein de choses, hein. Tu peux penser à, par exemple, les gouvernements adorent faire des certifications. Des certifications, ah, lui il est machin écologique, lui il est ci, lui il est ça. Toutes ces certifications-là, pareil. Les notes du bac aussi. En fait, tout ça, ça va vraiment être. Bon, il y a le problème de scalabilité. Et après, c'est vraiment, en fait, toute une logique qu'on n'a pas encore trop dans les NFT. Parce que pour l'instant, on produit des objets de manière X ou Y, ils ont un marché, ils vivent leur vie. Et là, on serait plus dans une logique de euh, NFT non transférable. Parce que bon, ton bac, il est à toi. Tu peux pas revendre ton bac à ton voisin pour que lui puisse prouver qu'il est à mention très bien et tout ça et rentrer dans l'école qu'il veut. Donc il y a déjà cette idée-là de non transférable propre à un wallet. Et ça implique aussi peut-être une technologie de wallet un peu différente. Parce que est-ce que tu vas avoir tous tes documents officiels dans ton MetaMask, où tu as toutes tes shitcoins et tu peux dans toutes les random farms? Peut-être, mais je pense que la plupart des gens, ils voudraient un truc un peu différent pour gérer ce genre de truc-là, surtout, encore une fois, s'ils sont non transférables. Et après, l'autre truc, c'est aussi une logique, en fait, si vous voulez, c'est passer dans une logique où il y aura des NFT toujours trustless et non censurables. À partir du moment où ils sont dans votre wallet, ils sont dans votre wallet, personne peut. Alors, c'est ça le truc. Non censurable, ça va changer un peu. Parce que s'il y a un organisme émetteur de confiance, entre guillemets, parce que si on garde le cas de la carte d'identité, par exemple, tout le monde comprend bien, bah, qui émet la carte d'identité? L'État français. Personne d'autre doit être capable d'émettre la carte d'identité française, sinon déjà là on a un problème. Mais après, pour des raisons X ou Y, la carte d'identité peut être amenée à être mise à jour, voire retirée. Je vous rappelle les vieilles polémiques à la con de déchéance de nationalité ou de choses comme ça. Et donc, il faut a priori que l'État français ait aussi une capacité à modifier, voire burn des tokens. Donc on rentre dans des systèmes où on a un organisme de confiance qui émet les NFT. En situation normale, il n'a aucun contrôle sur les NFT émis, mais potentiellement, il y a des situations exceptionnelles, donc avec des mécanismes exceptionnels, de la transparence qui va avec et tout ça, normalement, pour s'assurer que, je sais pas, mais on va prendre le cas le plus évident, simple et non polémique, de, bah, je sais pas en fait. Oui, il y a des chances de nationalité par exemple, ou même quelqu'un qui renonce à sa nationalité française, bah, il faut lui burn son passeport ou sa carte d'identité française en NFT. Sinon après, voilà, et donc des choses comme ça, il y a besoin d'avoir un peu de euh, d'aller-retour.
Et alors, ce sera sûrement sur des blockchains privées. Ben non, parce que ça fait aucun sens, si tu veux. Parce que tu perds tout l'intérêt de tout ça. C'est en fait, c'est là où je pense qu'on a encore un peu mal compris tout ça. C'est-à-dire que en 2017 et conneries, ils étaient tous en mode ah Quorum, Corda, tout ça. Regardez, on va faire des blockchains privées. Les États, ils vont pouvoir faire de la blockchain avec leurs petites règles, comme ils aiment bien. Ils peuvent faire de la merde, tout supprimer le lendemain. C'est pas grave, c'est eux qui font le contrôle de ce que. Ouais, avec le petit t-shirt. Ça date de Isparis, ça, je crois. Bref. Et en fait, cette logique de blockchain privée, elle a peut-être de la pertinence à certains niveaux, c'est-à-dire, je sais pas, le système de tracking de logistique interne de Nestlé n'a probablement pas besoin d'être sur la mainnet Ethereum. Mais comme en effet Blue Green il a tout dit, blockchain privée, on peut pas vérifier, ça n'a pas d'intérêt. C'est exactement ça. C'est-à-dire que pour une carte d'identité sur une blockchain privée, c'est de la pure merde absolue, qui n'a aucune amélioration, à part peut-être une mise à jour technologique, par rapport au système actuel. Puisque tu restes dans la même situation de bah ok, c'est l'État qui émet tout ça comme dans le système qu'on décrivait, mais tu fais toute confiance à l'État, tu peux pas vérifier ce qui se passe, tu peux pas voir combien il y a de cartes émises chaque jour, tu peux pas voir combien il y a de cartes retirées chaque jour, tu peux pas voir les modifications. C'est une pure boîte noire, quoi. Et donc à partir de là, tu perds tout l'intérêt. C'est pour ça que moi je pense que blockchain public, en fait, il y a toute une frange de NFT qu'on n'a pas encore vraiment explorée, constituée de une blockchain publique, donc vous êtes là. Donc c'est sur une blockchain publique, mais deux, il y a un organisme qui correspond à un organisme du vrai monde, donc je sais pas, une école par exemple qui émet ses diplômes, qui a des droits spécifiques, et elle seule les a, par exemple capacité à produire un diplôme, mais elle peut pas non plus le faire en pure nawakri, quoi. C'est-à-dire qu'on va prendre un truc simple, mais mettons, voilà, allez, système de diplôme de la Sorbonne, ok. A priori, ils émettent les diplômes, je ne sais pas quelles sont les dates, mais on va dire entre le 15 juin et le 15 septembre. Ils vont pas t'émettre un diplôme au milieu du mois de janvier, puisqu'il n'y a personne qui finit sa formation à ce moment-là. Ce diplôme, il correspond à des notes qui sont après peut-être co-signées avec les profs, ou ainsi de suite. Tout un tas de transparence. C'est-à-dire que tu es toujours dans un système où tu as un acteur qui n'est pas le même statut que les autres, mais c'est nécessaire, puisqu'encore une fois, c'est l'acteur émetteur. Mais maintenant, ça n'empêche pas d'avoir une transparence sur sa capacité d'émission, sur ce qui est fait réellement à ce niveau-là, et surtout, de l'autre côté, alors à voir en fonction du système, mais en situation normale, une vraie non-censurabilité du NFT obtenu. Après, et c'est là où la complexité revient, c'est que, bon, pour un diplôme de la Sorbonne, par exemple, en soi, la Sorbonne, je pense pas qu'elle ait besoin de la capacité de te retirer ton diplôme. Donc là, on peut envisager un truc vraiment, une fois que c'est émis, basta, c'est validé, il est non transférable, il est dans ton wallet, et la Sorbonne peut rien faire de ton diplôme, puisque tu avais vraiment été diplômé de la Sorbonne. Mais, comment dire, il y a des situations un peu plus floues, comme l'exemple des cartes d'identité tout à l'heure, ou même on peut envisager des permis X ou Y, par exemple, ou même des accréditations. Okay, accréditation agriculteur bio, a priori, vous avez fait toutes les démarches pour devenir agriculteur bio, c'est très bien, mais peut-être que va arriver un beau jour où quelqu'un va se rendre compte que vous faites n'importe quoi dans votre ferme, mais en fait, c'est pas bio du tout, vous utilisez des pesticides à outrance et tout ça. Et bref, on va vous lever l'accréditation. Donc là, il faut bien se rendre compte qu'il y a un besoin d'avoir un autre contrôle. Alors, Stone Acid, mais si on met l'idée sur la blockchain publique, ça veut dire que tout le monde a accès à notre nom, prénom, etc. Non, pas du tout, pas du tout. Alors, bien sûr, on va pas mettre tout le diplôme sur la blockchain publique. On peut mettre, par exemple, une forme bon, les mécanismes les plus simples, hein, c'est-à-dire tu vas avoir un wallet qui a un NFT qui est un NFT standard de diplôme de la Sorbonne avec un hash particulier. Le hash particulier est référence à un autre truc hosté sur IPFS ou autre, où tu peux voir l'entièreté du diplôme avec peut-être un mécanisme après de ZK pour choisir qu'est-ce que tu partages ou pas. Et justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que tu peux envisager un partage. À partir du moment où tu as des systèmes comme ça, tu peux en fait revoir complètement la logique qu'on a par rapport aux documents officiels. C'est-à-dire que là, je veux louer un appartement, on va me demander littéralement mes relevés de compte bancaire ou des trucs comme ça, mes fiches de paie. Soit, qu'est-ce que tu as besoin de savoir combien je gagne et qui me paye? Mais de l'autre côté, le gars, il veut juste s'assurer que j'ai solvabilité, quoi, que j'ai capacité à payer. Et ben avec une logique comme ça, on peut avoir, ou en gros, il veut s'assurer que j'ai solvabilité, bah, avec des systèmes ZK, voilà, ma banque va lui attester qu'en effet, j'ai plus de, je sais pas, 10 fois le loyer sur mon compte, donc ça devrait pas poser de soucis. Ou de la même manière, pour revenir à l'exemple des diplômes, peut-être que je veux rentrer dans une école très sélective, en soi, elle n'a même pas besoin de savoir mon nom, mon prénom, où j'habite et tout ça, toutes les conneries qu'il peut y avoir associées à tout ça. Elle a juste besoin de savoir est-ce que j'ai eu les notes qui correspondent. Et donc on peut avoir une sorte de révélation partielle de l'information contenue dans le document. Et ça, c'est monstrueux en termes de à quel point ça change toute la relation. À plein de niveaux, quoi. Et moi, ça m'enthousiasme beaucoup, quoi, parce que c'est
Bah, c'est un peu, chaque interaction officielle est absolument atroce à partir du moment où vous faites de la DeFi. Je sais pas, chaque fois que je dois aller faire un tour sur mon compte en banque, je me prends le tout et fait dans la gueule, le truc, le machin, les questionnaires, la con. On se rend compte de leur... Mais c'est surtout aussi le côté de, bah, du tout ou rien, en fait. C'est ça qui est très frustrant. C'est que, bah voilà, encore une fois, la logique, chercher un appartement, je pense que c'est le plus dénaturant. Alors, vous cherchez un appartement à Paris, concrètement, on va vous demander votre dossier, vous allez vous retrouver à envoyer votre carte d'identité, vos fiches de paie, des justificatifs de domicile, des trucs assez importants à plusieurs personnes, juste pour qu'ils considèrent peut-être votre dossier. Vous leur envoyez quoi? Des PDF de tout ça ou des... Donc c'est atroce en termes de sécurité. Moi, ça m'étonne qu'il n'y ait pas plus de usurpation d'identité, fraude à l'identité, juste avec des gars qui se mettent sur le bon coin, ils mettent un joli petit appart, et voilà, ils collectent les dossiers, quoi. Parce qu'avec ça, je sais pas, je vais peut-être donner des idées, mais il y a de quoi faire. Donc ça résout plein de problèmes qu'on a par rapport à l'échange d'informations à pas mal de niveaux, quoi. Et ça pourrait aussi, on pourrait aussi aller beaucoup plus loin dans la logique de partage de données. C'est-à-dire, par exemple, au niveau du dossier médical. Euh, alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe aujourd'hui, mais vous avez pas forcément énormément de contrôle sur ce qui se passe. Là, on peut envisager que voilà, tu peux choisir, ok, moi j'accepte de partager toute ma donnée de manière anonymisée, ou seulement si ça, ou seulement pour telle ou telle condition. Tu vois, toute une logique beaucoup plus profonde, beaucoup plus fine, beaucoup plus granulaire dans comment on partage nos données en fait. Et ça, moi je pense que c'est assez important, notamment, encore une fois, pour bah, tous ces systèmes de documents officiels ou autres qui peuvent être assez stressants. Alors, je regarde un peu. Oui, ça rejoint un peu tout ce que vous dites dans le chat sur les systèmes d'identité on-chain, de KYC. On revient un peu à des choses comme ça. Euh, mais oui, c'est assez lié. Après, il y a plein de problèmes, il y a plein de manières d'attaquer ce problème. Il y a l'angle plus pure identité on-chain, et après, il y a les choses, représenter des documents, des choses comme ça. Donc, il y a plusieurs projets, même en France, qui travaillent à, à faire des diplômes, par exemple à l'université, des choses comme ça en blockchain. Après, il y a tout un tas d'approches différentes, disons. C'est pas forcément évident laquelle va émerger. Euh, mais moi, je pense en tout cas que on a déjà la réponse sur la formule. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire ça va être blockchain public, c'est obligé, ça n'a aucun intérêt si c'est une blockchain privée. Ou en tout cas, dans ma compréhension actuelle des choses, avec, pour le coup, un statut un peu spécial pour l'organisme émetteur, puisqu'il doit être en capacité d'émettre alors que les autres ne peuvent pas, et potentiellement, en fonction des situations, capacité de retirer ou de modifier. Et ça, c'est pas forcément une logique qu'on a encore. Euh, Enfin, remarque, ça dépend. Hein. Vous prenez certains coins sur Ethereum, ils peuvent freeze vos balances, ils peuvent les modifier. Cette logique, elle est déjà là. Hein. Mais c'est pas. Voilà, là, il s'agit de la codifier, quoi. De la codifier avec transparence, avec tout un process pour s'assurer que c'est pas. Bah, en gros, vous avez énervé quelqu'un de haut placé, pouf, il vous brûle tous vos documents d'ID ou autre et allez vous faire foutre, quoi. Que euh, ça soit un peu plus, comment dire, plus pérenne. Et oui, comme je le disais, ça vient aussi avec probablement une logique côté wallet, quoi. C'est-à-dire que je vois mal 70 millions de citoyens français avoir un MetaMask pour stocker leur carte d'identité et diplôme ou choses comme ça. Peut-être que ça serait une solution un peu plus a priori, hein, moi je verrais plus un truc comme à la Argent avec des mécanismes de social recovery ou des choses comme ça, puisqu'il faut vraiment s'assurer la capacité à récupérer l'accès au wallet en cas de perte d'accès. Et bon, il y a plein d'approches à ce niveau-là, mais voilà, un mécanisme social, a priori, ça me semble le plus simple à implémenter dans une population générale peu informée, peu consciente des enjeux technologiques, qui n'a pas grand intérêt pour ça, qui n'a pas envie non plus d'apprendre. C'est ça aussi qu'il faut se rendre compte, c'est que là, on est entre petits passionnés, j'ai envie de dire, on a de la curiosité pour ces sujets-là, mais la plupart des gens, ils en ont strictement rien à foutre. Hein. Moi, ça me fascine toujours de voir qu'on vit dans un monde où, en fait, on va dire comme ça, 95% de notre réalité est déterminée par les mondes virtuels, Internet, les ordinateurs et tout ça. Pourtant, 95% des gens en ont rien à faire de savoir comment ça fonctionne un ordinateur, qu'est-ce qui se passe sur Internet concrètement, comment ça fonctionne un site web, comment ils acceptent le fait d'avoir j'ai envie de dire, c'est un tyran, c'est peut-être un grand mot, mais oui, un tyran qu'ils ne comprennent pas, quoi. Ça, c'est un problème assez conséquent au final, même quand vous expliquez les cryptos, vous vous rendez compte que
la fameuse explication en partant de zéro pour quelqu'un qui est complètement de l'extérieur, il va y avoir des points de blocage monstrueux à plusieurs niveaux, quoi, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de compréhension fondamentale de comment ça marche l'Internet, de même un ordinateur, les mécanismes clés privées, clés privées, clés publiques, vous perdez la plupart des gens déjà là-dessus, ou après, comme on le disait dans d'autres lives, plus des croyances en fait qu'ils ont sur leur système actuel et sur la monnaie, qui fait que les croyances, c'est dur à dépasser parfois. C'est-à-dire, c'est toute une thématique au niveau de l'éducation qui est critique. Donc ça, c'était arbitreux. Hop. Ouais, les mots de passe, c'est compliqué. C'est ça, Blue Green, super exemple. Parce que oui, vous voyez bien que les mots de passe, c'est le bordel. C'est le bordel absolu. J'écoutais alors, tiens, on fait une petite parenthèse, vous me dites si ça vous saoule. Mais j'écoutais, je vous ai partagé ça sur Twitter il y a quelques semaines, je crois. Ce petit podcast qui s'appelle Darknet Diaries. Et honnêtement, bon, c'est pas du tout crypto, hein, mais je vous invite à aller écouter un ou deux épisodes parce que ça aide beaucoup à comprendre un peu les thématiques de sécurité informatique, de hacking, social engineering et tout ça. Et notamment, il parlait, un des derniers épisodes, c'est sur le fameux Monsieur Trump, hein, donc le président des États-Unis, qui s'est retrouvé. Alors, attends, accrochez-vous bien, que je me souvienne bien. Alors, en 2012, il y a eu un leak de base de données d'un service X, on s'en fout, mais même les mots de passe étaient accessibles. Je sais plus s'ils étaient hachés ou pas, mais en gros, quelqu'un a réussi à les décoder. Bref. Et là, on se rend compte que son mot de passe, c'est un truc du genre Trump 2020, tu vois. Donc, un truc vraiment non, je crois que c'était Let's Make America Great Again. Ou, je sais pas, vraiment une débilité pareille de vous essayez de deviner le mot de passe de Trump, vous faites 3 tentatives, elle était dedans, quoi. Ça, c'était son mot de passe de 2012. Il y a un mec en 2017, je crois, ou 2016, qui a réussi à accéder à son compte Twitter en utilisant le même mot de passe qui a été trouvé dans cette autre base de données. Et en fait, toute l'histoire, euh, c'est ça, son mot de passe Twitter. Ouais. Toute l'histoire, c'est que les gars, ils ont commencé à paniquer parce qu'en fait, ils ont testé le mot de passe comme ça en connexion claire, juste pour voir. Ils pensaient pas que ça allait marcher. Et en fait, ils pressent Enter et ils se retrouvent. Bon, il y avait un mécanisme de 2FA derrière, mais en gros, ils ont laissé une trace. Et les mecs, ils étaient flippés parce qu'ils se disent oups, attends, là, on est en gros en train de se flaguer comme hacker de Donald Trump. En fait, c'était juste euh, des chercheurs en sécurité informatique ou autres qui voulaient enfin, vérifier un peu tout ça et qui n'en croyaient pas vraiment leurs yeux que la sécurité du président des États-Unis soit aussi pitoyable. Donc ça vous donne une idée que voilà, ça c'est vraiment la logique de boomer. Hein. Ils vont mettre des mots de passe à la con, ils en ont rien à foutre. Ils ont un mot de passe qui. Alors, moi je vois plein de logiques, hein, mais il y a par exemple un mot de passe qui a été créé qui est très basique, qui va prendre quelques minutes à défoncer, qui vont utiliser sur tous les services. Ou après, ça se clash aussi de l'autre côté avec comment dire, avec le problème de on ne comprend pas comment communiquer sur des mots de passe. C'est-à-dire, la plupart des sites, vous y allez et ils vont dire ah vous devez mettre une majuscule, minuscule, des lettres, tout ça. On sait que quand on met ça, les gens ils font nawak. Ils vous font quoi? Ils vont vous mettre AZERTY 1, 2, 3 avec une mâche sur le A. En gros, un truc qui se craque en 15 secondes. Pourquoi? Ben parce que ils sont un peu dépassés par ah putain, il faut que je mette une lettre, il faut que je mette. Et c'est un peu le réflexe par défaut. Et c'est vraiment voilà, là je pense que on va revenir à la crypto avec ça. Ça illustre bien le besoin de comprendre la dimension sociale. C'est-à-dire on crée des systèmes qui sont utilisés par des gens, des vrais gens dans le vrai monde, avec leurs croyances, leurs a priori, leur compréhension partielle ou non de ces systèmes. Et donc il faut prendre ça en compte dans la conception même des systèmes. Et il y a quelques sites qui commencent à changer un peu leurs attitudes par rapport au mot de passe, où ils vont vous donner des conseils, un peu une logique plus progressive, mais pas forcément de vous dire ah non, il doit absolument être fait de ça. Euh, mais voilà, après il y a encore beaucoup de travail, rien que sur les mots de passe. Euh, voilà, est-ce que c'est. Même par exemple, combien de gens connaissent l'existence des password managers? J'ai l'impression pas grand monde. Hein. Pourtant, a priori, si vous êtes euh, ben voilà, on en parle, là c'est parfait. Petite pub pour Dashlane, One Password, il y en a plein, hein, c'est pas forcément un. Ça peut être. Je veux dire, si vous êtes dépassé par la thématique des mots de passe, c'est pour moi un boomer par défaut, on devrait les foutre One Password ou Dashlane ou qu'importe dans les mains. Parce que. Alors, à voir comment il crée ses mots de passe. Mais souvent, voilà, c'est de la zouaverie. Et donc, en plus, ça fait une logique plus simple pour eux, quoi, parce que a priori, il leur faut plus qu'un mot de passe fort pour leur Dashlane ou leur One Password ou X, et après, tous les autres mots de passe sont gérés à ce niveau-là. Euh, donc oui, petite parenthèse par les mots de passe, mais pour bien comprendre un peu tous ces mécanismes de sécurité et le fait que
ok, vous êtes dans votre laboratoire, j'ai envie de dire, dans votre tour d'ivoire, en train d'envisager le système parfait pour assurer la sécurité, la recovery, machin, mais il faut jamais oublier que ce système il va être utilisé par des vrais gens qui, bah, ils ont pas forcément, et c'est pas du mépris, c'est juste une sorte d'intérêt, ils ont pas forcément la culture de tout ça. C'est-à-dire, je sais pas, mais prenez des trucs où, par exemple, des choses basiques, hein, mais voilà, mettez le pari sur Google, faites une recherche comme ça avec quelqu'un, est-ce qu'ils sont conscients que ça, c'est une pub? Bien qu'il y ait marqué ad à côté, honnêtement, je dirais qu'il y a facile trois quarts de la population générale qui saisit pas que c'est un truc où le gars, il a juste payé pour être là. Il n'y a aucun autre critère que le fait de payer. Bon, ben voilà, déjà, rien que ça vous donne une idée sur la compréhension des systèmes avec lesquels on interagit tous les jours, quoi. Oui, pardon, c'est vrai que j'oublie, il y a de l'eau dans l'histoire. Bien vu, Charles, bien vu. Tu peux patienter, vous devez m'entendre ranter pendant 2 heures encore pour mériter cette de l'eau. Euh, allez, alors, est-ce que je peux le faire ici? C'était quoi? C'était giveaway. Open. C'est ça, c'est bon. Donc, il faut juste que vous mettiez NFT dans le chat. Ça sert à rien de mettre 50 fois. Une fois suffit pour être pris en compte par le bot. Euh, et voilà, je vous laisse mettre des NFT partout. Euh, pour... Mettez en minuscule, hein. Je crois que j'ai mis en minuscule, je sais pas si ça compte, minuscule, majuscule. Mais, hop, est-ce qu'on donne une de l'eau? Ah, c'est vrai que j'ai dit que c'était une de l'eau, mais attendez, voyez voir. Parce qu'en fait, j'avais un petit plan pour aujourd'hui, c'est que je voulais shooter une de l'eau spéciale pour un tirage spécial sur les éditeurs TokenBreeze, qui m'ont déjà beaucoup aidé sur les articles et qui sont vraiment au taquet. Ils sont 4 ou 5. Donc je me disais que ce serait pas mal de leur donner une petite de l'eau. Et on va mettre en jeu un NFT sympa quand même, parce que voilà, vous avez promis de l'eau, donc je veux pas me foutre de votre gueule. Je vais vous mettre en jeu un Knights of Kryptonia Yearn, donc un prix initial qui était à 0,1 Ether. Il n'y a pas encore de bid, mais a priori c'est une collection assez suivie. Euh, donc ça peut être assez cool. Donc voilà, là on fait ce giveaway sur ce petit prêtre Yearn. Et après je ferai une petite sélection parmi euh, les éditeurs Token Brace. Comment on va faire ça? Est-ce qu'on va faire du random sur Discord? Oui, ouais, ça marche sur le tel aussi, hein, le giveaway, il n'y a pas de restriction. Alors, je vous laisse encore quelques minutes sur le giveaway. Pendant ce temps-là, je vais réfléchir à un petit système. Comment je peux randomiser parmi 5? Bon, on va faire un ordre. Donc, je le fais avec vous comme ça, il n'y a aussi pas d'enjeu. Donc, on a. Attendez, je vais les marquer ici. Après. Hop. On a, il me semble, 5 éditeurs Token Breeze, peut-être un peu plus. Il y a French Tony. Je crois que ça fait 5. Est-ce qu'il y en a un que j'ai raté? Non, je crois que je vous ai tous. Hop, donc, le petit giveaway. Random number. Donc, je vous disais, hop, je voulais aussi faire un petit cadeau pour les éditeurs Token Breeze qui ont été au taquet. Donc, le système est tout simple, ils sont 5. Je leur ai attribué un numéro à chacun, qui va de 1 à 5. Maintenant, je vais piocher un numéro au hasard. Bon, bah, c'est fait. Voilà, c'est 2. Donc, 2, c'est Louis. Félicitations à toi. Tu prends une de l'eau. Donc, attends, je le note ici. On me perdre en route. Donc, une de l'eau pour Louis. Et maintenant, hop, c'est Louis, pas Loïc. Mais je crois que Loïc, il a même déjà eu une de l'eau, non? Je sais plus. À voir. Alors, giveaway close. Maintenant, on ferme ici pour le petit prêtre Yarn. Prêtre Yarn, donc, est celui-ci. Ah, bah, je l'ai fermé, tant pis. On vous le remontre après. Donc, on a 45 entrées, 45 participants sur le giveaway.
Je vous remets le petit prêtre et je tire le gagnant. Alors, donc. Ouais, même en soi, voilà, je vais être sympa. Comme il me reste encore un de celui-là aussi, enfin deux de celui-là, mais je vais en garder un. Donc là, je donne au gagnant le choix entre soit le Legends of Cryptania Cosmos, ou soit le Legends of Cryptonia Yearn. Et du coup, on tire le gagnant tout de suite pour savoir qui c'est. Et donc, c'est R1SP. Est-ce que tu existes? Manifeste-toi dans le chat et bravo. Donc, toi comme Louis, je vous invite à me DM quelque part après le live pour que je puisse avoir accès à votre adresse pour payer mes dettes. Et vous en faites pas, je paye mes NFT. Il commence à y en avoir pas mal qui ont volé déjà. Donc, est-ce que tu es dans le chat, même R1SP? J'espère que tu es dans le coin. Bon, de toute façon, on va le faire comme ça, hein. C'est vrai que j'ai pas encore eu de problème, mais si un gagnant se manifeste pas, bah, je remettrai le NFT en jeu la fois d'après. C'est simple que ça. Donc voilà. Ok, t'es là, pas de souci. Bon, voilà, c'est pas non plus le couteau sous la gorge, tu dois te manifester tout de suite, t'inquiète pas, hein, mais on va dire 3 jours pour la distribution, comme ça c'est tranquille. Voilà, voilà. Bah, du coup, GG, tu me diras lequel tu veux entre donc, le prêtre Yearn ou lui, c'est un magicien, je crois, plutôt Cosmos. Attends, info, détails. Ouais, c'est ça, c'est Nanomage. Et bah, si vous n'avez pas plus de questions, je crois que ça va être un peu tout pour aujourd'hui. C'était un petit live tranquille sur la NFT. Je vous renvoie encore vers l'article si vous ne l'avez pas lu. C'est assez cool. Et je sais plus si je vous ai déjà fait un shout-out dessus, mais il y a un petit article où je suis quand même assez fier, qui est, moi je l'appelle en interne, la prophétie. Parce que c'est un article que j'ai écrit en 2018 sur les NFT, début 2018. Donc ça déjà c'est l'article le plus récent. Ah, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai cassé le lien. J'ai brisé ça. Ah, il gère pas l'apostrophe. Ah, il faut l'escape. Bon, on va il est dans le bot. Mais donc, il y a un autre article que j'avais écrit en 2018, la fameuse prophétie, puisqu'on j'ai entrevoyé quand même déjà pas mal de choses que moi-même je n'ai pas suivies, hélas, hein, donc bienvenue dans mon monde. Mais oui, il voyait pas mal de choses, notamment les différents standards et les limitations du premier standard ERC 721, et toute cette logique de représentation de biens, de certificats du monde réel par des NFT. Ça, je trouve que c'est assez pas mal pour l'époque. Surtout, en plus, ça vous fait une introduction de haut niveau sur la fongibilité et qu'est-ce que ça apporte les NFT à ce niveau-là. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le lire si vous ne l'avez pas encore lu. Et on se retrouve mardi prochain à 19h au plus tard pour... alors, il y a plusieurs gens qui me demandent pour être éditeur. Donc, éditeur TokenBriefs, on en a déjà 4 ou 5. Il y a une équipe qui tourne bien pour l'instant. Je pense que ça va aller. Mais on a pas mal de projets à DeFi France qui vont nécessiter des, qui vont nécessiter de l'aide de la communauté à plein de niveaux. Il va y avoir des besoins de rédaction, de relecture, et ainsi de suite, tout en français. Donc, n'hésitez pas à juste m'envoyer un DM. Voilà, et vous me dites en gros si vous êtes motivé à participer, à vous impliquer, que vous êtes motivé à vous impliquer. Et après, essayez de me donner aussi quelques infos sur ce que vous voulez faire concrètement. Donc, on a plein de besoins. On a besoin de création graphique, on a besoin de relecture, d'écriture d'articles. On a besoin même de gens qui vont plus être dans l'organisation de la logistique. Donc voilà, dites-moi un peu ce qui vous plaît, d'où vous venez, votre expertise à haut niveau. Et à partir de là, on voit ce qu'on peut faire. Euh, et pour l'instant, j'ai pas fait de trucs spécifiques à la chaîne, mais peut-être que je regarderai pour faire un. Peut-être que le prochain giveaway. Allez, on va dire comme ça, et on va finir là-dessus. Donc deux choses. Peut-être que le prochain giveaway, ça va être réservé aux subs, comme ça ils ont un petit truc en plus pour sub. Ouais, vous pouvez me DM sur Twitter ou sur Discord. Sur Twitter, il me semble que vous pouvez DM, ça le met dans les message requests, là, et après je vois tranquillement. Donc, au niveau des subs, deux choses. Déjà, bon, pour l'instant, on a 30 subs, donc merci à eux tous, ça fait plaisir, peut-être un peu plus maintenant, c'est très chouette. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous rappelle que j'ai un petit plan pour les subs à terme. Alors ça va dépendre de pas mal de choses, hein, j'ai mis une limite qu'en gros il faudrait que ça soit une source de revenus déjà non négligeable pour que je puisse faire ce que j'avais en tête avec. Mais l'idée c'était de faire un mécanisme d'équivalence où en gros il y aurait
J'avais mis 23, 33%, je sais plus. Euh, C'était où? Voilà, c'était ici. Donc j'avais promis un quart, j'irai peut-être au-delà. Un quart des revenus générés par le sub à terme, si ça dépasse 1000 euros par mois, qui seront utilisés pour être rendus à la communauté d'une manière ou d'une autre, que ce soit Gitcoin, probablement pas Gitcoin parce qu'ils m'ont bien énervé, mais d'autres mécanismes de distribution, peut-être des airdrops ou des giveaways. Euh, donc n'hésitez pas à sub si ça vous parle. Euh, et ouais, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. On va voir. C'est quoi cette histoire de points de chaîne? Je trouve que je suis encore un petit noob de Twitch, donc je regarderai ça après. Euh, mais oui, je veux aussi faire un peu plus de trucs au niveau du channel pour faire quelque chose de sympa. On y arrive progressivement. Et content que les lives vous plaisent, hein. Ça fait plaisir, mais moi je me fais plaisir en les faisant. C'est surtout ça. Euh, et on se retrouve du coup, mardi prochain à 19h pour la Utify. Peut-être, voilà, je promets rien, mais si ouais, peut-être s'il y a de quoi faire, je ferai un petit live sauvage ce week-end. Euh, Ah d'accord, donc il y a un système de points pour le temps que vous passez sur... Ah ça c'est cool. Donc vous n'avez pas besoin de sub, vous accumulez des points juste par vertu de voir les vidéos quoi, et participer dans le chat. Ça pourrait être cool. J'aimerais bien comme mécanisme, parce que c'est vrai que bon, le sub c'est monétaire quoi. Après il y a plein de gens qui peuvent pas se permettre de sub, mais qui sont très impliqués dans le chat. J'essaie de les reconnaître tant que possible. Mais ouais. Bon, n'hésitez pas, voilà, même si vous avez, au niveau de l'aide, je le disais tout à l'heure, il y a des besoins côté DeFi France. Mais même côté voilà, du Twitch, il y a plein de trucs à faire. Il y a déjà des gens qui sont impliqués, les bots, tout ça, c'est Charles, et donc merci à lui. Mais je pense qu'il y a encore plein de trucs qu'on pourrait faire. Il n'y a pas de Twitter DeFi France à l'heure d'aujourd'hui. Tout DeFi France se passe sur Telegram ou Discord. Et il y a un vieux là qui a pris le username DeFi France et qui fait rien avec. Ça aussi, c'est très énervant. Et quoi d'autre? Donc, ah, légal, tu m'avais DM sur Twitter. Zut. Mais sinon, essaye Telegram ou Discord si je n'ai pas vu ton Twitter DM parfois. Et je reçois quand même pas mal de trucs. Il y a il y a des choses qui se perdent un peu en route. Donc voilà, c'est à peu près tout. N'hésitez pas à me contacter donc si vous voulez aider, mais n'oubliez pas de préciser un peu vos messages, parce que c'est vrai que j'ai un peu souvent ça de gens, coucou, je veux aider. Ça va prendre 20 minutes de juste savoir concrètement ce que le gars peut faire et veut faire. Donc si vous voulez m'aider vraiment de manière pertinente et efficace, c'est plutôt salut, j'aimerais bien contribuer, moi j'ai fait ci, ça, et ce qui m'intéresse c'est faire ça ou ça. L'idée c'est pas de vous exploiter, mais je veux juste, là, c'est pour ça que je vous demande qu'est-ce qui vous intéresse concrètement, quoi, parce que j'ai pas envie de vous demander de faire des choses qui vont complètement vous passer au-dessus de la tête. Voilà. Du coup, on se retrouve mardi à 19h pour le live DeFi, peut-être avant pour un petit live sauvage. Et en attendant, défiez bien. À bientôt.